Et bonjour, petite fougère de YouTube, on se retrouve pour une nouvelle VOD, toujours sur En toute puissance de V6. Nous sommes à la suite, même si on a fait une longue pause blabla, très très longue pause blabla, depuis tout à l'heure. Et du coup, on est parti pour reprendre. Je ne sais absolument plus où est-ce qu'on s'est arrêté il y a une heure. On était là, à Keltner. Keltner en 2016 précise qu'on pourrait imaginer qu'à mesure que les gens acquièrent davantage de ressources, de contrôle ou de statut, ils seraient plus enclins à être généreux et compatissants. Malheureusement, les preuves montrent le contraire, parce que les objectifs de ce comportement concurrentiel sont de constamment augmenter son statut, son pouvoir de domination, le contrôle des ressources, ses possessions contre celles d'autrui. Ça, c'est assez intéressant, parce que ça, c'est souvent quelque chose qu'on va vous sortir comme argument, notamment, vous savez, par rapport à tout ce qui va être l'altruisme, la charité. On va vous dire, non mais regardez, il faut laisser les entreprises fonctionner. Il faut laisser les gens s'accaparer les ressources et compagnie, parce que en vrai, quand ils en ont, et ben du coup ils en redonnent. Sauf qu'en fait c'est faux. Factuellement c'est faux. Et notamment les expériences qui ont été faites, les études qui ont été faites démontrent que c'est faux. La pensée capitaliste ne pousse qu'à une seule chose, en fait, c'est de s'accaparer toujours plus de ressources. Et plus vous vous accaparez de ressources, plus vous allez accaparer d'autres ressources, continuellement. Vous allez absolument pas les redistribuer, ou très peu, et quand vous les redistribuez, comme par exemple avec la charité, en fait vous la redistribuez, généralement vous redistribuez en fait les ressources des autres. Quand vous avez des gens comme les grands philanthropes qui viennent faire des dons et compagnie, vous vous rendez compte qu'en fait ils font des dons parce que ça leur permet d'enlever des impôts. Sauf que du coup, concrètement, ce que ça veut dire, c'est que l'argent qu'ils donnent, c'est l'argent qu'ils auraient dû donner aux impôts, donc au collectif. Donc au final, le poids de leurs dons est plutôt au niveau du collectif qu'à leur niveau à eux. C'est tout l'avantage et tout l'intérêt de la charité. Et c'est pour ça que c'est une fausse bonne idée. C'est dans ce sens-là où du coup la charité pose énormément de problèmes. Quand vous avez des gens, là par exemple si on prend plus récemment, il y a le nouveau event qui a été annoncé, voilà. Alors il y a beaucoup de choses à critiquer à tellement de niveaux sur les events et sur l'équipe et sur le fonctionnement du event et sur beaucoup de choses entourant les events. Mais plus particulièrement, ce qui va être intéressant là pour nous, c'est de parler de la sauce. La sauce, c'est The Good Planet ou un truc comme ça. Je sais plus exactement le nom de la sauce. Je vais essayer de retrouver ça vite fait. Si je marque The Event. Et donc toujours est-il que cette Assos, donc, on se rend compte quand on commence à farfouiller un petit peu dedans. Ça critique, si ça critique si fort, c'est que ça fait plusieurs années que c'est des reproches qui sont faits. Ouais. C'est The Good Planet, voilà, donc c'est bien ce qui me semblait. Donc du coup, ce qu'on constate, en fait, c'est que, une fois encore, ça donne en fait de l'argent à des structures, et notamment ce sont des gens qui donnent de l'argent, qui vont faire les gros dons et compagnie, qui vont avantager en fait des personnes qui sont déjà en situation de domination en fait. Vous avez là notamment avec The Good Planet, plus particulièrement, la plupart des financeurs de cette assos qui sont en fait des grosses entreprises qui utilisent notamment ça parce que ça leur permet d'exonérer des impôts, de faire de dons à des assos, donc ça déjà pour eux c'est tout bénef. Mais en plus de ça, ça leur permet de se racheter une image et de dire ah bah non regardez finalement on est écologique. Notamment vous avez Total et BNP Paribas qui sont particulièrement connus comme étant parmi les bons gros pollueurs bien vénères, mais ils donnent de l'argent à The Good Planet. Donc finalement, ils sont pas si pollueurs que ça, vous voyez. Ils sont quand même plutôt gentils. Et ça, c'est un problème qui est récurrent en fait. Vous avez vraiment ce double travail qui est fait. Non seulement, finalement, ça leur permet d'exonérer des impôts, et bien, plutôt pas mal. Et en plus, ça leur permet de s'acheter un capital sympathie, ou en tout cas de tenter de se donner un capital sympathie. Et donc c'est là où on voit que vraiment le modèle de la charité, en fait, il est vicié. Il est vicié de base, parce que littéralement, ce sont des gens qui vont se présenter comme étant, du coup, de grands philanthropes, gentils, aimables, venant aider les pauvres, les défavorisés, alors même que, en fait, le modèle de la charité continue encore à garder le système tel qu'il est. Parce que par la charité, vous ne permettez pas aux gens défavorisés de devenir autre chose, en fait. Vous les laissez enclavés là où ils sont. Quand vous voyez ce qui est mis en place par les assos assez régulièrement, par les grosses assos qui posent problème, parce qu'il y a plein d'assos qui ne posent pas problème à côté de ça. Les grosses assos qui posent problème, c'est que vous vous rendez compte qu'il y a toujours une vision du monde où finalement, il faut venir rajouter des ressources pour les personnes défavorisées, mais on ne va pas faire sortir les personnes défavorisées de leur situation.
Et ça, c'est quand même très problématique en fait, parce que ça continue à pérenniser le système et ça continue à permettre à tout un tas de personnes de venir se donner bonne conscience en disant bah regardez, j'ai donné des thunes, quelle bonne personne je fais. Là, typiquement, c'est le cas avec Good Planet qui va dire oh mais regardez, les gens en donnant pour nous, vous aidez la planète, vous sauvez la planète. Sauf que du coup, on se rend compte que les gens qui donnent quand même pas mal, les entreprises qui donnent pas mal, c'est des entreprises qui ont un coût écologique mais tellement énorme qu'en fait, c'est rien, c'est littéralement rien. Et ça leur permet justement par ces dons qu'ils font de justifier finalement leur action et de dire bah non mais regardez, nous on a donné des dons déjà, donc on a fait ce qu'on pouvait, on peut continuer à polluer comme des gros porcs. On peut ne pas changer le système. Et ça, c'est quand même extrêmement problématique, je trouve, à tellement de niveaux. Et encore une fois, ça, c'est un truc parmi d'autres, parce qu'il y a énormément de problèmes au niveau des events. Par exemple, un des problèmes qu'on peut relever, mais ça, c'est en dehors de la charité, c'est juste pour finir le point event, on va dire, c'est le côté où, sur, encore une fois, 40, 50 streamers, il y a genre 10 meufs à tout péter, encore une fois. Comme d'hab, on ne change pas. Alors on peut venir me dire oui, mais attendez, ils sont pas en soi des gros connards sexistes et compagnie. Ça change rien en fait. Le fait de continuer à reproduire les mêmes paradigmes, à toujours continuer à mettre en avant des mecs, alors qu'on sait que justement on est dans un monde patriarcal, c'est que vous reproduisez le sexisme en fait. Même si vous n'êtes pas vous en train de dire ah mais les femmes sont des soumises ou je ne sais quoi ou quel autre propos à la con, le fait est de, en ayant ça, vous continuez à remettre toujours une pièce dans le système en fait. Toujours. Et ça effectivement c'est sans compter, parce que on le fait et c'est très bien, il y a eu un certain nombre de streamers chaque année qui ont des propos sexistes, misogynes, nuls à chier, violents, encore et encore et encore. Et le truc à un moment donné c'est que t'as envie de dire oui ok, une fois ils ont banni un mec, ils ont dit ok on le reprendra plus. Très bien, cool. Et tous les autres qui continuent à faire des blagues sexistes tout au long de l'année et que vous continuez à inviter, ça on s'en fout? Ah bah on s'en fout. Ok. Voilà. Donc on a vraiment plein de trucs qui sont vraiment discutables à plein de niveaux. Le côté copinage aussi, c'est un vase clos. On sait que bon déjà, tout à l'heure on a fait un petit aparté pendant la pause où on parlait du fait que j'aimais pas trop tout ce qui concentre les pouvoirs et la vision autour d'une personne. Le The Event est un événement caritatif qui a quand même comme caractéristique assez étonnante que finalement la seule chose qu'il met en avant c'est quand même Zerator. C'est rigolo. On fait un mouvement collectif pour essayer d'amener du collectif. Et l'événement s'appelle The Event avec la belle initiale bien visible et bien imagée par rapport à Zerator. Clairement, Zerator est vu comme le patriarche de l'événement, le grand cador, le papa, l'enseignant qui vous dit quoi faire, qui vous distribue les bons et les mauvais points. C'est quand même un peu vicié ça aussi, non? C'est quand même un peu vicié. Parce que finalement, la seule chose qui me semble apparaître, c'est que finalement, ça fait très pub. Quand bien même il y a une bonne volonté derrière, quand bien même je suis même sûr que Zerator croit fermement qu'il fait des trucs très bien. Il y a beaucoup de choses à critiquer dessus, quoi. Il y a beaucoup de choses à critiquer dessus, à tellement de niveaux. Enfin bref. Je ne vais pas m'épiloguer là-dessus pendant 3 plombes, je vais continuer. Vicié ou en tout cas, ça ne prévient pas les abus de ce genre de structure, quoi. Ah mais non, mais complètement pas. Et encore une fois, en plus, je sais plus si je l'ai dit, mais le fait que globalement, la plupart des participants sont des gens qui sont de près ou de loin de son réseau, ça aussi, ça pose problème un petit peu sur le côté copinage. Et ça aide pas, quand il y a des cas de problème, du coup, de pouvoir réagir. Parce que, non mais c'est un poteau. Non mais c'est quelqu'un de proche quand même. Ça pose problème. Pour moi, ça pose énormément de problèmes à plein de niveaux. Enfin bref. Je n'interviendrai pas là-dessus plus longtemps. Je reprends la lecture. Le but du jeu concurrentiel est implicitement de dominer, de se supérioriser à autrui. Ainsi, la conquête de pouvoir se fait au détriment du développement de la compassion. Il est maintenant de plus en plus évident que, à mesure que les gens deviennent plus puissants dans leurs groupes sociaux, ils deviennent en fait moins empathiques, moins sensibles à la souffrance des autres, moins compatissants. James en 2007, Keltner en 2016, Van Cleef, Overis, Lowe, Luke Kogan, Coetz et Keltner en 2008. Bien qu'il existe des exceptions philanthropiques évidentes,
PIF, en 2014, a montré que l'augmentation de la richesse s'accompagne souvent d'un sentiment narcissique croissant d'avoir tous les droits et d'une moindre orientation vers le partage. En d'autres termes, l'augmentation de la richesse peut avantager les stratégies de type triade noire et de type hubristique, aux dépens potentiels des stratégies altruistes. Coucou Anémone, bonjour à toi, j'espère que ça va aujourd'hui, que tu te portes bien, que tout va bien au travail. Ça c'est vachement intéressant du coup, parce qu'effectivement ça montre que en soi, ça peut que ce genre de modèle, que je vais appeler un modèle capitaliste, hein, dans le sens accaparement des choses, concentration des choses, c'est vraiment quelque chose qui ne va absolument en rien amener à quelque chose de bon. Plus vous venez mettre ça comme ça, plus en fait vous allez avoir des comportements qui vont être notamment de hiérarchiser les populations, d'avoir une vision qui va être comment dire non compassionnelle envers les personnes que vous allez du coup classer en dessous et ainsi de suite. C'est scientifiquement prouvé que les riches sont des connards. C'est scientifiquement prouvé que les comportements capitalistes poussent à des comportements qu'on pourrait qualifier de connards. C'est plutôt ça. Je préfère être précis sur la formulation parce qu'on peut trop facilement faire des raccourcis après. Mais néanmoins, l'assertion que effectivement, globalement, les riches sont des connards est plutôt mise en avant par les sciences humaines et sociales. Ça a tendance à montrer que, en général, les personnes riches sont des personnes qui ont un certain nombre de fonctionnements, notamment parce qu'ils sont favorisés par leur situation, par leur sentiment de classe et ainsi de suite, qui font qu'ils ont des comportements notamment de hiérarchisation, qui du coup leur permet de mettre en place derrière des comportements extrêmement oppressifs, de domination sociale, et ainsi de suite. C'est prouvé scientifiquement que je ne les aime pas. Oui, ça me va, ça me va, ça me va beaucoup. Du coup, oui, ça va au travail, parfait. Du coup, bah, nous, on est en pleine lecture de sciences sociales. Pour l'instant, en 2h30, nous avons lu 3 pages. Voilà, 3 pages. C'est bien, non? C'est un bon ratio. Il y a des jours, en 4 heures, on a lu 20 pages. Et il y a des jours où, en 2h30, on en a lu 3. Oui, ça arrive. C'est comme ça. Mais c'est parce qu'on parle et c'est intéressant. Alors du coup, après, bah voilà, je me laisse à parler. Et après, je parle trop. Je continue. La soif de pouvoir, qui se manifeste tout d'abord par le fait de percevoir le terrain social comme une immense compétition, est déjà un facteur anti-compassion. Mais le fait de gagner, dans cette vision extrinsèque, un statut, de l'argent ou du pouvoir, augmente encore plus cette anti-compassion, notamment en réduisant la compassion et en augmentant le narcissisme, le machiavélisme et les comportements psychopathes. D'ailleurs, je tiens à préciser un autre truc. On a eu une discussion il y a quelques temps, alors je sais plus si c'était cette semaine ou si c'était du coup il y a 2 semaines avant que je prenne mes vacances. C'est même possible que c'était lors du dernier live de lecture de sciences sociales. C'est même possible que c'était peut-être lors du dernier live de lecture de sciences sociales. Un truc qu'il faut prendre en compte et qui est souvent mal compris et mal mis en avant. Vous avez un dicton qui consiste à dire que l'argent corrompt. Et c'est vrai et c'est faux. Et justement, la dernière fois, on a discuté là-dessus parce que, en fait, il est vrai que la plupart des gens qui se retrouvent avec de l'argent ont des comportements qu'on va dire toxiques, dangereux, mauvais. Et donc, on pourrait dire l'argent corrompt. Sauf qu'en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a tout un contexte déjà qui fait que les gens qui ont généralement du pouvoir, de l'argent et ainsi de suite sont dans des situations et des contextes qui les poussent à avoir ces comportements-là. Du coup, est-ce que c'est vraiment l'argent qui les corrompt quand c'est tout l'emballage qui fait qu'ils vont être poussés vers ce comportement-là et cette vision-là? Pas forcément. Et surtout, au-delà de ça, les gens qui, la plupart du temps, vont avoir des grandes richesses, qui vont avoir vraiment, donc là, quand on parle d'argent, on parle de personnes qui ont vraiment beaucoup, hein. On parle pas de gens mich-mich qui gagnent plus que le SMIC, mais qui restent encore quelqu'un entre prolétaire et classe moyenne, quoi. Non, on parle vraiment des gens qui ont une fortune. Les gens qui ont des fortunes ou qui vont construire des fortunes et qui, pour différentes raisons, vont réussir, généralement, sont des gens qui ne vont pas être corrompus l'argent. En fait, ce qui font qu'ils réussissent, c'est notamment qu'ils ont le comportement adapté
dans une société capitaliste pour être parmi les plus capitalistes. Et donc c'est ça aussi qui va permettre de voir des gens avoir des comportements absolument abusifs et vraiment horribles en soi. C'est parce qu'en fait on est sur des personnes qui factuellement sont des personnes qui ont une vision justement qui est construite autour de cette manière de faire s'ils avaient de l'argent. Donc au moment où ils ont de l'argent, bah forcément ils ont ce comportement-là, puisqu'en fait c'est déjà présupposé en eux. C'est facile d'imputer à un moyen relativement immatériel ou intangible des facteurs qu'on peut aussi mettre dans des positions sociales. Genre, quand je reçois mon salaire, je vais priser mon temps de Sigmar pour être corrompu. Je vais priser mon temps de Sigmar pour être corrompu, quoi. J'ai pas tout compris dans la fin du message. Je vous laisse, j'ai une réunion à préparer. Merci pour cette matinée intéressante et bonne journée à tous et bonne app. Et ben merci à toi d'être passé en tout cas. Passe une excellente journée. Et puis bah j'espère que ta réunion se passera bien. Et des bisous, peut-être à bientôt. C'est pour ça que les gens qui gagnent au loto sont pas considérés comme riches avec tout le package, parce que notamment ils peuvent ne pas avoir le comportement du tout avec, effectivement. Ah, je vais prier mon temps de Sigmar pour ne pas être corrompu, quoi. Ah, je comprends mieux la vanne. Ok. Et du coup, pour te répondre, Axel, effectivement, tu peux avoir des gens qui, du coup, vont avoir un comportement qui ne va pas forcément être un comportement toxique. Et à contrario, tu vas avoir des gens qui avaient déjà un modèle de pensée toxique et qui fait que s'ils gagnent au loto et qu'ils ont du coup derrière l'argent pour avoir ce comportement toxique, ils l'auront. Et c'est ça vraiment qui est assez rigolo. Mine de rien, même si il n'y a pas grand monde qui gagne au loto, il y a des gens qui gagnent au loto et qui n'ont absolument pas des comportements immondes, horribles, toxiques envers les autres. Mais on n'en parle pas. Par contre, on va vous parler de oh regardez ce petit entrepreneur qui est devenu grand et qui du coup aujourd'hui se comporte comme un gros connard, patati patata. Ah regardez, moi je connais un oncle, avant il gagnait le SMIC, il était sympa, maintenant il gagne 4000 balles, il est immonde. Bah en fait, c'est pas l'argent qui corrompt. C'est que la personne avait déjà les facteurs présents en elle pour que, une fois qu'il ait les facilités, notamment matérielles, il puisse avoir ce comportement, on va dire, corrompu. Ce comportement toxique, oppressant et ainsi de suite. Ce n'est absolument pas le bien en lui-même, c'est absolument pas le matériel qui va permettre d'avoir ce comportement-là qui apparaît de nulle part. Au contraire, ça va juste être un élément qui va favoriser l'apparition si la graine est là. Et c'est ça toute la différence. Et notamment dans notre société à nous, occidentale, qui est ultra capitaliste, néolibérale, individualiste, on a ces graines qui sont plantées de manière très large dans tout ce qu'on fait. Que ce soit à l'école, par la compétition omniprésente, que ce soit dans les médias, par la violence, l'appel à la violence, toutes les images qu'il y a, tous les sujets, toutes les prises de tête et compagnie qui sont pas forcément très probantes en vrai, qui sont discutablement de l'information même. Quand vous regardez les films, les séries, et ainsi de suite, même les musiques, on vous met toutes ces graines-là constamment, tous ces codes sociaux-là, que si tu as de l'argent, tu dois te comporter de telle manière, et ainsi de suite. Donc en fait, on n'est pas sur des facteurs qui sont individuels, encore une fois, on est sur des facteurs qui sont sociaux. Sur des facteurs qui sont sociaux et qui fait que si l'individu a les moyens matériels, a le contexte favorable, il va pouvoir exprimer ces éléments sociaux, ces codes sociaux. Et c'est là toute la différence et c'est important de les prendre en compte, quoi. C'est vraiment important de les prendre en compte. Je continue. Sack 2012, Van Cleef et Hall en 2008 ont montré, quelles que soient les cultures et époques, l'élite riche a toujours cherché à détenir le maximum, à accumuler plutôt que de partager. Les grandes disparités de richesse qui se produisent alors ne semblent pas causer de préoccupations morales à ceux qui les détiennent. Bien au contraire, les riches se mettent en quatre pour légitimer leur richesse et privilègent comme un mérite, quelque chose qui leur est dû. Le problème va donc bien au-delà de l'individu, qui serait isolément concurrentiel. La société elle-même, la culture occidentale, son système économique et politique entraînent cet esprit chez toutes les personnes. Je vois qu'il y a un gros texte, donc je vais d'abord répondre. Question hors sujet, où tu mets la frontière entre psychologie sociale et sociologie? Pour moi, elles sont totalement complémentaires. La différence que tu peux avoir éventuellement, et encore éventuellement, c'est que la psychologie sociale, tu vas prendre en compte peut-être un peu plus les facteurs individuels, les moyens, on va dire, psychologiques, cognitifs de la personne pour réagir face au contexte, face à ce qui va l'amener à avoir tel ou tel comportement, telle ou telle manière de fonctionner. Là où la sociologie, on va peut-être plus rester
non pas sur l'individu, mais sur la société en tant que telle. C'est-à-dire que, pour moi, il me semble, en tout cas à mon sens, mais je ne fais pas vraiment de sociologie en tant que telle, il me semble pas, enfin moi en tout cas j'ai un bagage de psychologue social, il me semble qu'en psychologie sociale, même si on part du principe que la grande majeure partie des comportements peut être expliquée par le contexte, on prend en compte l'impact du contexte sur l'individu. Là où il me semble qu'en sociologie, on va étudier le social et vraiment le comportement de société et du coup plus rester vraiment sur le groupement. Je ne sais pas si je suis très clair. Après, encore une fois, moi je suis pas sociologue en tant que tel, donc du coup, potentiellement je dis des grosses conneries. C'est une possibilité non négligeable, sachez-le. Moi j'ai mon bagage de psychologue social et qui reste mon bagage à moi. Donc j'ai quand même, avec mon bagage de psychologue social, tendance à mettre beaucoup de facteurs explicatifs sur le contexte, mais il me semblerait qu'en psychologie sociale, on garde quand même plus clairement et plus en tête l'individu. Par exemple, si je prends concrètement mon travail, à moi en tant que psychologue social du travail en entreprise, euh, mon objet d'étude, quand j'étais conseiller externe en entreprise, c'est d'étudier la personne par rapport à son poste de travail, par rapport à son groupe de travail, par rapport à l'entreprise. Vous voyez, ces 4 groupes que j'étudiais les uns, enfin, ces 4 objets que j'étudiais les uns par rapport aux autres. Je pense que potentiellement en sociologie, admettons en sociologie du travail, si ça se fait, peut-être qu'on étudierait plutôt l'impact du travail en tant que tel par rapport au groupe en société. Pas forcément se centrer sur l'individu par rapport au groupe, par rapport à son travail. Enfin, vous voyez ce que je veux dire un petit peu ou pas? Je sais pas si je suis très clair. Mais du coup, je pense que c'est probablement quelque chose comme ça que je mettrais comme frontière. Après, pour moi, c'est absolument nécessaire et pertinent de faire du pluridisciplinaire. Ça me semble absolument abscon et débile de vouloir mettre des barrières et de vouloir pas travailler avec les autres, de ne pas vouloir échanger avec les autres. Au contraire, pour plein de raisons, on a toujours à apprendre et à gagner des échanges avec les autres personnes qui travaillent dans d'autres milieux, et notamment dans des milieux où on va travailler, on va dire, plus ou moins les mêmes questions, mais pas avec la même approche. Parce que justement, ils peuvent nous permettre d'avoir des angles que nous, on n'aurait pas eu naturellement, parce qu'on a des biais, forcément. Toute personne a des biais, en fait, c'est obligé, ne serait-ce que par les études par lesquelles on a passé. Moi, par exemple, mes biais viennent de mes convictions politiques, mais viennent aussi des enseignants que j'ai eus, viennent des enseignements que mes enseignants ont eus, et des études plus particulièrement qui m'ont été présentées pendant mes études, par exemple. Or, vous prenez un autre élève qui n'a pas été avec moi en faculté, mais avec une autre faculté, avec d'autres enseignants, avec peut-être d'autres études pour traiter des mêmes questions, il aura peut-être pas le même point de vue, il aura peut-être pas la même manière de traiter les choses. C'est mes enseignants qui m'ont biaisé à gauche. Ah non, mais de toute façon, moi c'est simple, j'ai des enseignants qui sont de droite, à l'époque, et c'est vrai que pour le coup, euh, pour le coup, en fait, ils te disent une étude, et tu te dis, bah du coup, il faudrait penser ça, et l'enseignant te dit, non, mais les gens, ils comprennent pas, en fait, il faudrait penser comme ça. Et tu te dis, mais, mais tu viens de nous montrer une étude où tu nous montres concrètement comment les gens réagissent. Comment tu peux te dire que du coup, il est logique, à un moment de près ou de loin, de se dire que tous les gens sont en tort et qu'ils devraient penser autre chose? C'est quand même bizarre. Quand même. C'est... Non. Non. Merci pour l'info, c'est plutôt clair. J'irai aussi poser la question à des sociologues pour comparer. Bah clairement, je suis preneur du retour. Si jamais tu as, je serai quand même preneur du retour. Parce qu'encore une fois, je suis pas spécialement sociologue. Et du coup, potentiellement, je dis des bêtises sur leur point de vue. Ils ont peut-être un point de vue totalement différent. Donc je suis assez curieux d'avoir un retour là-dessus. L'un d'eux est parti enseigner à l'ESSEC. Pouet pouet, je vais manger. Bonne fin de stream, bisous. Et bah des bisous à toi, Aza. Merci énormément pour le raid. Bon appétit, mange bien. Et puis bah à plus tard, à bientôt. Merci énormément en tout cas. Et puis bah bon repas. Je reprends la lecture. Narvaez, en 2017, rapporte une enquête de la Harvard Graduate School of Education en 2014, donc, qui a été menée auprès de 10 000 élèves du collège et lycée de 33 écoles diverses pour explorer soit leur motivation pour la réussite compétitive centrée sur soi, soit leur motivation à l'équité et à l'aide d'autrui. Les résultats montrent que la réussite compétitive est considérée beaucoup plus importante que les valeurs se souciant des autres, et cette différence est accentuée au cours des 20 dernières années. L'enquête montre que les parents et les écoles ont récompensé et mis l'accent sur la compétitivité égocentrée
au détriment du comportement prosocial. Là, on revient sur ce que je vous ai dit tout à l'heure. À l'heure actuelle, dans nos sociétés occidentales, et notamment par l'école, on met vraiment en avant l'individu. L'individu et notamment la compétition. Alors que c'est pas forcément très probant du tout. Genre même pas du tout, du tout. Hop, je reprends. Réussir sa vie est majoritairement perçu par les individus et les environnements sociaux de façon extrinsèque, sous l'angle de la compétition. La coopération, l'entraide sont des façons d'accéder au bonheur qui ne sont pas motivées ou valorisées dans les environnements sociaux proximaux. École, famille, travail, comme disto, culture, politique, économie. C'est pourquoi également, certains chercheurs, comme nous l'avons vu, signalaient que la compassion était à l'opposé du capitalisme. En effet, il y a une antinomie entre percevoir la vie sociale comme une compétition et le fait de la percevoir comme une coopération interdépendante où l'entraide est fondamentale. Cependant, même lorsqu'une organisation a pour but le profit, et donc concurrentiel, si ses membres cultivent néanmoins la compassion, donc l'entraide et le soutien, elle fonctionne mieux. Cette culture de la compétition est donc aberrante, même pour des modes de fonctionnement capitalistes. Cependant, elle est adoptée par une élite qui en bénéficie extrinsèquement contre le reste du monde. Mais il reste illogique que la majorité des gens adoptent cet esprit concurrentiel qui n'apportera des gains qu'à une élite très réduite dont ils ne feront pas partie et qui les desservira d'une manière ou d'une autre. Moins de relations sociales positives, moins de bons moments sociaux, moins de connexions, moins d'aide reçue, moins de joie à aider, etc. Ça, c'est super important. C'est quelque chose que je vous le redis, mais systématiquement, et de plein de manières différentes, le monde capitaliste est une aberration à tellement de niveaux. Le monde capitaliste, dans son propre fonctionnement, est une aberration. C'est-à-dire que le monde capitaliste a comme présupposé, comme soi-disant de valeur, d'atteindre l'efficience, d'être la chose la plus efficace, d'être le plus optimisé. Sauf que, factuellement, et c'est prouvé encore et encore, que ce soit par les études qui ont été faites en économie, en sciences humaines et sociales, que ce soit en management et compagnie, on le voit, on le constate, ça ne fonctionne pas. Parce que mettre en concurrence tout le temps et capitaliser tout le temps les choses, ce n'est pas pertinent. Ça réduit à terme les profits, ça baisse les profits, ça baisse l'efficacité, ça détruit les gens, ça les rend malheureux. Bref, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Et les études montrent en plus de ça que les entreprises qui sont les plus résilientes, donc qui résistent le mieux aux crises, qui fonctionnent le mieux, qui rapportent le plus, sont les entreprises qui ont un fonctionnement qui n'est pas capitaliste, qui sont les entreprises qui ont un fonctionnement où c'est l'entraide qui est mis en avant, où c'est justement la coopération, l'entraide entre les uns et les autres, le soutien, qui fait que du coup, les gens se donnent d'autant plus dans le travail, sont efficaces, et en plus s'entraident les uns les autres quand quelqu'un a une faiblesse, ce qui permet d'échapper à beaucoup de problèmes qu'il y aurait dans l'entreprise. En plus de ça, quand vous avez des fonctionnements d'entreprise qui sont sur la coopération, et notamment sur les niveaux plutôt horizontaux, quand vous avez une situation de crise, potentiellement vous allez prendre une décision moins rapidement que s'il n'y a qu'un seul individu. Parce que quand il y a un seul individu, prendre une décision c'est facile, c'est rapide. Ok. Le truc par contre, c'est qu'en général, la décision prise en groupe est la plus efficace. Parce que vous avez plusieurs points de vue qui vont se partager, qui vont s'échanger et qui vont permettre de déterminer la solution la plus efficace pour répondre à la crise. Là où s'il n'y a qu'un seul individu qui prend une décision peut-être rapide, peut très facilement prendre la décision qui n'est pas la bonne. Et du coup ne pas pouvoir revenir en arrière dessus à temps. Et du coup se planter. Et du coup planter l'entreprise avec lui. Et ça c'est quand même un truc qui est incroyable. C'est quand même un truc qui rend fou en fait à un moment donné. Où tu te dis, mais le monde capitaliste passe son temps à dire que le monde capitaliste est incroyable. Et tout prouve que dans le monde capitaliste, ce qui fonctionne le plus, c'est ce qui n'est pas basé sur le capitalisme. Enfin voilà, que vous dire de plus à un moment donné? Merde.
Les entreprises qui ne fonctionnent pas se font racheter par les grands groupes aussi. Oui, mais les grands groupes en soi ne fonctionnent pas forcément tant que ça. Vous avez beaucoup de grands groupes qui fonctionnent parce qu'en fait, ils fonctionnent sur l'argent public. Et ça, il faut pas l'oublier non plus. Vous savez, le fameux collectivisons les pertes. Collectivisons les pertes, mais privatisons les profits. Hein. Ça, c'est très très récurrent. Vous avez beaucoup d'entreprises qui ont beaucoup de subventions d'État, qui du coup fonctionnent, mais en fait ne fonctionnent pas très bien. S'il n'y avait pas les aides d'État, s'il n'y avait pas une partie des impôts qui était utilisée justement, une partie des revenus collectifs qui étaient utilisés justement pour faire tenir les entreprises, elles ne tiendraient pas. Après, il y a aussi le groupe de travail, composé de personnes qui ne sont pas du tout compétentes sur le problème et qui prennent des décisions aberrantes. C'est surtout le cas informatique. Là, complètement. Mais en fait, c'est parce que, du coup, là, on n'est pas sur... on n'est pas sur de la prise de décision commune, dans le sens où, en fait, je vais un peu expliciter, hein, c'est qu'en fait, tu as un groupe de travail au sein d'un plus gros collectif. Et donc, du coup, effectivement, tu peux tomber sur une situation où ton groupe de travail est constitué de gens qui n'est pas efficace, qui n'est pas compétent. Mais en fait, c'est pas une décision collective. C'est une décision d'un collectif, mais pas une décision collective. Et c'est toute la différence. C'est toute la différence, mais qui est néanmoins importante. Qui est néanmoins très importante. Quand vous avez des grandes entreprises qui sont globalement gérées, non pas par un individu, mais généralement par un conseil d'administrateurs, vous vous rendez bien compte qu'en fait, techniquement, c'est un petit collectif. Un petit collectif de 7, 10 personnes qui sont généralement des hommes blancs, puissants, héritiers de 70 berges. Bon, ok. Ils sont plusieurs. Mais voilà. Rien à voir, mais mon pronom a disparu. Quoi? Comment ça? Ton pronom a disparu. Saïron? Enfin, Saï? J'ai pas suivi. Sur un espace particulier? Sur le fait qu'il est plus usité ou un truc du genre? Je vais continuer la lecture en attendant. Paf. Cette culture de compétition, de tous contre tous, narcississante, amène les organisations à élever les individus les moins susceptibles de compassion, notamment les narcissiques. Dans le chat... Ah bah oui, c'est vrai. Bah comment ça se fait? Parce que Azalaïs l'avait. Alors, Azaïs l'avait, mais toi tu ne l'as pas. Comment ça se fait? Attends, je vais faire un test. Moi je l'ai. Alors par contre, dans la vue ici, je l'ai pas. Est-ce que je peux... Ah, attendez. Alors ça, il faudra que je réfléchisse en dehors du record. Parce que moi, en fait, ce qui me permet de voir les pronoms, c'est Twitch Chat. En fait, vous avez quelqu'un qui a fait un plugin pour chat qui est bien plus efficace que celui de notre bon petit Twitch. C'est Drus. J'ai un doute. Durs. Voilà. Durs, D-U-R-S-S, qui a fait donc une application, un chat, qui est vachement pratique et qui permet notamment d'avoir l'intégration des pronoms dedans, avec du coup les pronoms. D'ailleurs, je vous ai fait normalement une commande. Est-ce que je l'ai fait comme ça? Oui, yeah, vous avez vu, c'est beau. Avec cette application, là, avec ces deux applications, vous pouvez rajouter vos pronoms dans le chat, et ça c'est beau, ça c'est bien, parce que ça permet d'éviter de mégenrer les gens. Ce qui est quand même cool, voilà, je tiens à le préciser. Et du coup, c'est vrai que fut un temps, je me demande si j'avais réussi à l'afficher dans la scène de stream, et je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Mais par contre, moi je le vois visible. Moi je le vois visible dans mon chat. Parce que du coup, comme je vous le dis, j'ai un chat particulier pour le voir. Du coup ça aide. D'ailleurs pour ceux qui du coup ne le savent pas, n'hésitez pas à utiliser donc pronom Alero. Il est très bien parce que ça permet d'avoir les pronoms en fait directement accessibles et il y en a pas mal en plus. Donc si vous voulez éviter d'être mégenré, c'est plutôt sympa, Et en plus si vous ajoutez l'extension, vous le verrez vous dans le chat les pronoms des autres. Et ça aussi c'est cool. Pour éviter de mégenrer les gens, c'est toujours bien. Je continue.
En conséquence, dans ce jeu concurrentiel, ceux qui ont gagné donc ont accès à plus d'argent, à un statut supérieur, voire même ont juste eu la chance de naître dans une famille plus favorisée, sont plus déconnectés du reste du monde pour être plus connectés à eux-mêmes et à leurs intérêts. On le voit dans les liens entre statut, traits et attitudes liés à la compassion. Chapman, Ficella, Kawachi et Deberstein en 2010 ont examiné un échantillon d'environ 3000 adultes américains. Les revenus annuels du ménage, les actifs, le niveau d'éducation et de prestige professionnel étaient négativement associés aux traits de personnalité et agréabilité, lui-même associé à des comportements prosociaux, à la compassion, à l'entraide. Autrement dit, plus il y avait de moyens, de pouvoir de domination, d'acquis, plus les personnes pouvaient avoir tendance à se désintéresser des autres. Voici quelques études et expériences qui soutiennent le fait que les classes supérieures ont moins de compassion et celles inférieures davantage de compassion. Kei, Kwan, Sedikide, 2012, Foster et Campbell, Twangi en 2003, Pif en 2014. Alors désolé si je massacre des noms de pauvres scientifiques qui n'ont rien demandé, mais je n'ai pas la meilleure prononciation du monde, hein. Voilà, je l'avoue, je l'avoue. La classe sociale supérieure, évaluée à la fois objectivement, par exemple en termes d'éducation parentale, et subjectivement, par exemple en fonction du rang socio-économique perçu dans la société, est associée à un narcissisme et à un sentiment accru d'avoir tous les droits, des traits psychologiques caractérisés par un sentiment accru d'importance personnelle et de mérite plus important vis-à-vis des autres. Cross et Hall en 2012, Pif, Stancato et Horberg en 2016. Les individus des classes supérieures sont plus concentrés sur eux-mêmes et la priorité qu'ils accordent à leur propre personne, alors que les individus des classes inférieures seront plus concentrés sur les états et les besoins des autres. Argyle en 1994, Laro en 2002. Les personnes de classe inférieure, selon le niveau d'éducation, ont déclaré avoir des relations sociales plus étroites, des niveaux accrus d'émotions socialement engagées, par exemple l'amabilité, la culpabilité, et des niveaux réduits d'émotions socialement désengagées, par exemple la peur, l'anxiété, la peur de la mort. Les personnes issues de milieux défavorisés sont plus susceptibles de passer du temps avec les membres de leur famille, de s'occuper des autres et d'avoir des liens plus étroits avec la famille élargie. Stephans, Friberg, Marcus, Johnson, Covarrubias en 2012. Les étudiants des classes inférieures, évalués en termes de niveau d'éducation de parents, étaient près de 2 fois plus susceptibles de déclarer avoir des motifs interdépendants pour aller à l'université, par exemple aider leur famille, redonner à leur communauté, que les étudiants des classes supérieures. Ça c'est marrant aussi. Cross et Keltner en 2009. Dans une étude sur les interactions enregistrées sur vidéo avec des étrangers, les personnes de classe supérieure, selon le niveau d'éducation des parents et le revenu du ménage, ont montré un engagement social réduit. Par exemple, des contacts visuels moins fréquents, moins de hochements de tête et des comportements de désengagement plus importants comme griffonner sur un questionnaire ou manipuler des objets proches par rapport à leur père de classe inférieure. Cross, Côté et Keltner en 2010. Dans une autre étude, les participants ayant un statut socio-économique subjectif, SSE, inférieur, ont déduit avec plus de précision les états émotionnels de leurs partenaires après une simulation d'entretien d'embauche, même après avoir contrôlé de nombreuses covariables, par exemple les effets du sexe de l'acteur partenaire, de son origine ethnique, de son caractère agréable. Oui, parce qu'évidemment, quand vous faites ce genre d'études, il faut prendre en compte tous les biais qu'il peut y avoir, comme les biais sexistes, par exemple. Donc, vous avez tout un tas de mesures en fait qui sont faites quand vous faites des études comme ça, pour essayer de neutraliser justement ce genre de variables. Lors d'une expérience de suivi, les participants qui se sont sentis supérieurs en termes de statut socio-économique subjectif, en se comparant à une personne située tout en bas de l'échelle socio-économique, ont été moins efficaces pour estimer les états émotionnels des individus sur la base d'images de la région oculaire du visage, par rapport aux participants qui se sont sentis inférieurs en termes de statut, qui s'étaient comparés à une personne située tout en haut de l'échelle socio-économique. En plus d'un indicateur objectif du statut de classe sociale supérieure, par l'éducation,
les simples perceptions du statut de classe sociale relativement supérieure, même celles déclenchées par des processus de comparaison sociale momentanés, semblent nuire à la précision empathique. Ça, c'est rigolo, ça. Ça, c'est très rigolo, ça, quand même. Enfin, rigolo. Je sais pas si on peut dire rigolo, mais c'est intéressant de voir que vraiment, à partir du moment où tu te considères comme au-dessus, en fait, ça neutralise complètement tes capacités d'empathie. C'est assez incroyable. C'est assez incroyable. C'est assez effroyable aussi, parce que du coup, ça montre bien à quel point les gens qui, du coup, bah, par exemple, hein, si on prend typiquement en France tous nos élus, tous nos gouvernants, on voit à quel point ils sont déconnectés. Parce qu'ils lâchent des phrases, des fois, ils lâchent des trucs où tu vois bien que vraiment, non seulement ils connaissent pas et ils comprennent pas ce que vivent les gens, mais ils ne comprennent pas les gens en fait, en eux-mêmes. Et que vraiment, ils sont à 10 000 lieues de pouvoir comprendre ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent. Hier, par exemple, j'étais sur la chaîne de Lex Calvin. J'aime beaucoup Lex Calvin. D'ailleurs, je vais vous mettre vite fait son pseudo. Comme ça, vous pourrez aller voir ce qu'il produit. Donc, notamment sur Twitch, vous avez Lex Calvin qui intervient assez régulièrement pour diffuser des documentaires, échanger là-dessus. C'est évidemment un stream de gros gaucho, hein. On va pas se mentir, hein. Voilà, comme d'habitude, je vous partage un camarade, hein. Et notamment, hier, il partageait un documentaire qui était sur des mouvements sociaux. Et notamment des gens qui se battaient pour leur entreprise depuis des années et des années contre délocalisation, revente, contre plan de sauvegarde de l'emploi. Donc n'oubliez pas, hein, plan de sauvegarde de l'emploi, c'est comment est-ce qu'on peut virer des employés en disant qu'en fait on est gentil. Voilà, hein, donc on avait vraiment une situation où les gens étaient à bout de souffle, ils en pouvaient plus, ça fait des années qu'ils se battaient. Et au final, ils ont grappillé, grâce à la justice, 3 trucs qui se battent en duel, vite fait, vraiment vite fait, quoi. Et vous avez une journaliste, je crois, qui vient et qui va voir qui va voir le représentant syndical et qui lui dit: alors, est-ce que vous êtes content? Vous vous sentez comment? Est-ce que vous êtes content? Et vous avez le militant qui l'a rembarré en fait en lui disant: mais non, enfin, comment vous pouvez croire qu'on est content? On a grappillé 3 trucs qui se battent en duel alors que ça fait 8 ans qu'on se bat, on n'en peut plus, on est fatigué, et même en ayant fait tout ça, on a 3 miettes qui se battent. Enfin, comment vous voulez qu'on soit content? Comment vous voulez qu'on soit heureux? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Et vraiment, tu vois que les gens en fait qui sont dans une classe sociale différente, parce que on va pas se mentir, hein, être journaliste, hein, c'est clairement pas la même classe sociale qu'un ouvrier à la chaîne dans une usine Renault. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein. On est quand même sur des classes sociales très éloignées. On voit qu'il y a vraiment une incapacité à comprendre l'état émotionnel en face, quoi. C'est oufissime. C'est vraiment oufissime. Et on voit que vraiment, du coup, quand on a ce genre d'études, oui, oui, effectivement, il y a une précision empathique qui est pas là. C'est compliqué. C'est compliqué. Tape. Je regarde juste, j'ai un bip bip, c'est quoi? Ok, d'accord, c'est ça, très bien. On va continuer la lecture. Un antidote à ces effets. Je n'ai pas trouvé d'études, d'expériences ou même de commentaires de chercheurs montrant qu'il était possiblement de diminuer. Franchement, à mon avis, qu'il était possible. Je pense que il y a une petite coquille, une toute petite coquille. Qu'il était possible de diminuer franchement cette vision du monde en compétition, avec les problèmes d'anticompassion qu'elle suppose, ou encore dans lesquels on aurait des pistes pour débloquer des formes d'empathie et de bienveillance chez des personnes à OSDO. Elles ne sont bienveillantes que si cela leur permet de conserver leur pouvoir, leur possession, leur place supérieure. On ne peut donc pas parler de compassion dans ces cas-là. Il semblerait même qu'il y ait plus de preuves du contraire. On a vu que les programmes de pleine conscience avaient un effet négatif sur les narcissiques, qui ensuite éprouvaient encore moins d'empathie pour autrui. Certes, l'étude sur les dirigeants suivant un programme de pleine conscience montre quelques signes positifs de prosociabilité, mais aucun ne rapportait d'actes de compassion ou d'altruisme. Le narcissisme dans une population est néanmoins moins élevé lorsque celle-ci a connu des crises économiques, ce qui renforce l'idée que tous ces problèmes que nous avons évoqués sont profondément liés à la société, aux environnements proximaux et distaux, et très peu à l'individu. Ainsi, les solutions individuelles ne fonctionnent pas, car c'est la société qu'il faut changer. Et le cœur de ce changement réside dans cette vision compétitive entre êtres humains. Si l'on souhaite plus de compassion, plus d'altruisme, il y a à créer des environnements dont les règles du jeu reposent sur la coopération, sur l'entraide, sur l'égalité, sur l'interdépendance,
parce que ces environnements coopératifs transmettront une autre vision de l'humanité, non en compétition avec elle-même, mais où les individus se soutiennent mutuellement pour tendre vers un monde meilleur pour tous ensemble. Tant que l'individu est forcé d'entrer dans le jeu de la compétition sur un point ou un autre, ses travers perdureront. Je suis parfaitement d'accord. Voilà, je n'ai rien de plus à dire que V6. Oui. Voilà. Et c'est pour ça que je crée des espaces comme par exemple le Guilded. C'est vraiment l'idée de justement sortir de la compétition et partir sur de l'entraide. C'est pour ça que par exemple, un autre registre, moi à chaque fin de stream, je vais raider quelqu'un. Systématiquement. Je vais raider des gens qui ont plutôt des petites chaînes, même s'il m'arrive aussi parfois de raider des grosses chaînes, parce que pour moi, on n'a pas à être en compétition. Je sais qu'il y a des gens qui jamais ne raident, parce qu'ils estiment, j'ai déjà eu des discussions avec notamment un streamer en particulier que je pense que j'aimais bien à la base, et mais bon, ça fait longtemps que je l'ai pas vu streamer, donc de toute façon je regarde plus, et en soi, les discussions qu'on a eues sont devenues tendues sur certains sujets, parce que justement, on n'a pas du tout la même approche de la chose. Pour lui, il ne raide pas, parce qu'il estime qu'en fait, c'est donner de la visibilité à quelqu'un qui est en compétition contre lui. Et du coup, donner de la visibilité à quelqu'un qui est en compétition contre lui, ça lui porte préjudice, selon lui. Et c'est vraiment un truc où pour moi, je suis pas du tout là-dedans. Moi, je vais raider des gens, même s'il y a des gens qui me raident jamais. Il y a des gens que je raid très régulièrement et je sais qu'ils m'ont jamais raidé et je m'en fous. C'est pas grave, c'est pas le but du jeu. Pour moi, on n'est pas sur un modèle justement de compétition. Même si Twitch voudrait qu'on soit sur un modèle de compétition, parce que c'est une entreprise capitaliste dans un monde capitaliste et qui a des visions très capitalistes, hein, ça se voit très clairement. Moi, je veux justement en sortir. J'essaie de construire autre chose. Et c'est pour ça que j'ai ce genre de comportement. C'est pour ça que, par exemple, sur le Guilded, je mets en avant les espaces d'autrui aussi. C'est pour ça que, même si moi, personnellement, je parle souvent de Guilded et j'essaye de pousser notamment les gens de ma commu de stream ou même éventuellement de Twitter de venir sur Guilded, parce que c'est l'espace que je construis, que j'aimerais bien qu'il évolue et qu'il, justement, il prenne cette place-là que je veux, coopérative, d'échange, de vraiment d'imbriquement les uns avec les autres, ben en soi, je vais pas venir imposer cet espace aux autres. J'en parle, je le montre, les gens n'ont pas envie, ils n'ont pas envie, point, c'est pas grave. Ça va pas m'empêcher de continuer à partager leur contenu, ça va pas m'empêcher de continuer à les mettre en avant, et j'en ai rien à péter en fait qu'ils gagnent plus, moins ou quoi. Ça n'a pas de sens en fait. Pour moi, justement, c'est comme le DV6, il faut essayer de changer le système dans lequel on est. C'est pas un problème d'individu, en fait, ça n'a pas de sens. On voit bien que justement, notamment les études montrent que c'est un problème notamment contextuel, puisque dans les cas et dans les pays, les époques où il y a eu des gros problèmes, notamment économiques, ces comportements se réduisent. Donc on voit bien que c'est pas un problème individuel, parce que sinon, si c'était un problème individuel, on aurait toujours la même proportion, plus ou moins, peu importe le contexte, peu importe l'époque. Or, c'est pas le cas. Justement, ça change. Ceci est un test sur la fonction pronom. Pour moi, c'est pas encore présent, mais je vais faire un F5. Tac, tac. Est-ce que tu peux réécrire? Parce qu'il me semble qu'il est peut-être nécessaire de faire un F5. Et ben, Céron, je le vois avec. Du coup. Céron, je te vois avec ton pronom. Et du coup, Axel, pas encore. Parce que du coup, tu n'as pas encore eu le temps de repost. Mais effectivement, nouveau test. Effectivement, c'est bon, je te vois. Avec il ou Yel. D'ailleurs, pour tous les deux. Du coup. Donc, c'est bon. Moi, je te vois avec. Le F5, c'est la vie. Le F5, c'est la vie. Je reprends le texte. La triade noire, narcissisme, psychopathie, machiavélisme. Il s'agit de traits de personnalité peu communs, peu répandus dans la population, qui tendent à produire des comportements anti-compassion, non altruistes. Il y a des déterminations individuelles à ces traits, mais les environnements sociaux ont un poids déterminant sur les comportements futurs de ces personnes. Par exemple, les narcissiques sont un énorme problème pour la société, car les personnes leur donnent du pouvoir, légitiment l'attitude narcissique, la vantent bien trop souvent. Concernant les psychopathes, malgré le manque d'automatisme dans leur empathie, ils peuvent en être capables, mais doivent faire un effort pour mettre en œuvre celle-ci, contrairement aux personnes typiques pour qui l'empathie est souvent automatique. Les environnements sociaux peuvent rendre une personne psychopathe, qui a de fortes dispositions au machiavélisme et à l'anti-empathie,
en une personne motivée par un travail altruiste, qui sait canaliser ses éléments antisociales, qui sait prendre soin d'autrui. L'exemple de James Fallon est assez signifiant à ce sujet. C'est un chercheur en neurosciences qui s'est découvert psychopathe en observant ses propres scans, qui révélaient une faible activité des zones liées à l'empathie, à la moralité ou au contrôle de soi. Puis, une analyse génétique qui a révélé qu'il portait en plus des gènes liés à l'agressivité, les gènes MAO. Il n'a jamais tué, il n'a jamais violé, mais il raconte que lorsqu'il joue à des jeux de société avec ses petits-enfants, il veut gagner. Il est hors de question de les laisser gagner, qu'importe leur réaction. Il a également une évaluation de ses actes assez hors normes, considérant que mettre le feu à des voitures ou jouer avec des explosifs, ce qu'il pratiquait avec une forte fascination, était une bêtise assez typique de l'adolescence, assez banale. Il dit aimer mentir, manipuler, mais cela est sublimé. Il manipule pour des objectifs prosociaux ou liés à la connaissance. Il ne prend pas plaisir à la souffrance de l'autre. Il le fait davantage pour gagner, selon des motifs de compétitivité. Il explique que son propre cas de psychopathie n'est pas dérapé vers la violence, malgré des déterminants biologiques assez forts, car il a été un enfant aimé. Il a toujours été soutenu. Il a reçu le soin d'autrui. Les environnements sociaux lui ont transmis l'importance d'avoir des buts prosociaux. Peut-être qu'un autre contexte, comme ses ancêtres meurtriers, il en aurait été autrement. Autrement dit, même si l'individu a des dispositions antisociales, très problématiques au niveau de l'empathie, présageant du pire, les environnements sociaux peuvent transmettre de façon de vivre empathique, prosociale, bienveillante, que le psychopathe va adopter comme son mode de fonctionnement. Et ça, c'est super important. Parce qu'encore une fois, on retombe sur un autre truc qui est souvent dit, souvent utilisé, c'est « Oui, mais la nature humaine !» Oui, mais l'homme est un loup pour l'homme. Oui, mais ceci, oui, mais cela, et mon cul. Voilà, mon cul. Rien ne permet de dire que parce que vous avez une prédisposition, vous allez exprimer cette prédisposition. Ce n'est pas la génétique qui va dire pourquoi vous avez eu ce comportement. Jamais. La génétique va vous dire, oui, effectivement, il y avait des bases. Le contexte a permis à ces bases de fleurir. Le contexte a pu permettre à ces bases de ne pas fleurir. Et ça, c'est important. Parce que rien n'est toujours, inaltérable et prévu de base. Rien. Jamais. Ça, être chiant avec les jeux de société et faire joujou avec des feux d'artifice, il y a pire. C'est ça, là, pour le coup, effectivement, il y a peut-être une base génétique, d'accord, très bien. Il n'a fait que ça. Il aurait pu faire bien pire. En soi, même, probablement qu'il y a des gens qui ont les mêmes prédispositions et qui n'ont même pas fait ça, parce qu'ils ont un contexte encore plus, peut-être présent. La seule prédestinée valide à légitimer, c'est celle de Sigmar. L'empereur de l'humanité. Juste l'empereur de l'humanité. C'est tout. Voilà. Voilà. Donc voilà, ça c'est quand même un truc important à mettre en avant, c'est que vraiment, c'est pas parce qu'il y a des bases génétiques de ceci, de cela, que ça va s'exprimer. Et il faut vraiment pas l'oublier, parce que souvent, trop souvent, on a tendance à l'oublier. Trop souvent, on va dire oui, mais c'est parce que la personne est désaxée, ceci, cela, patati patata. On va réduire en fait à l'individu. Alors que non, ce sont des problèmes de société. Si socialement, dans notre société, on met en avant le fait d'être un gros connard, patriarcal, violent, dominateur, faut pas s'étonner de voir que les gens qui ont des prédispositions vont l'avoir du coup et vont se comporter comme ça. De même que des gens qui n'ont pas du tout les prédispositions vont quand même aussi avoir ce modèle de fonctionnement et vont fonctionner comme ça. C'est la société et c'est l'impact du social qui reste le plus déterminant. Le plus déterminant. Toujours. Je continue. Les actes de cruauté. C'est la démonstration ultime de l'anticompassion. Certains actes cruels peuvent être liés au RWA, au SDO. Par exemple, les féminicides ou les violences conjugales sont fortement liés à des visions stéréotypées, infériorisantes de la femme, qui est vue comme un objet à détruire s'il n'est plus en possession. Par exemple, lorsque ces femmes tentent de les quitter. Mais il ne s'agit pas que d'individualités problématiques.
C'est toujours connecté à des formes systémiques d'une culture discriminante, de conditionnements divers et variés, à inférioriser les personnes de façon arbitraire. Par exemple, la cruauté massive, celle liée à des contextes de guerre, de génocide, de lynchage, est majoritairement enclenchée par les dominants d'une société. Green, Glasser et Rich, en 98, ont examiné les documents historiques pour le lien entre les conditions économiques défavorables, par exemple un taux de chômage élevé, et les crimes de haine, lynchage et passage à tabac, dirigés contre les minorités. Selon la sagesse actuelle, avec l'augmentation de la pauvreté relative, l'envie et la frustration s'accumulent, entraînant une augmentation des crimes de haine. Mais ce lien s'est avéré faible. Green et Hall, en 98, estiment qu'un facteur important de la montée des crimes de haine est l'émergence de dirigeants et d'élites au pouvoir qui dirigent et orchestrent la violence à leur propre fin ou pour leurs propres raisons. Oh bah tiens, c'est étonnant, c'est rigolo. Si vous avez les plus hautes instances, genre au pif, vraiment par hasard, le gouvernement qui accueille à bras ouverts des violeurs dans leur gouvernement, des gens violents, même au sein de l'Assemblée nationale, des anciens nazis, étonnamment, vraiment par hasard, c'est étonnant, il se trouve que ça normalise ces comportements qui du coup commencent à être diffusés dans le reste de la société. Bah franchement, on voit pas d'exemple. Là, c'est par hasard que je vous dis ça, mais si vous voyez la moindre image qui peut vous rappeler quelque chose dans la vraie vie, c'est pas moi. Par hasard, vraiment. Voilà. C'est une analyse alambiquée là. Tu vois le mal partout. Bah oui, bien sûr, je vois toujours le mal. Je vois toujours le mal. On va brûler des voitures, enfin des miniatures, avec de l'eau à côté. Mais on est des rebelles, Si, je vous jure. Mais c'est trop mignon, je faisais brûler des petites voitures sur le balcon avec une bassine de flotte à côté. Oh, c'est mignon. On voit pas du tout de quoi tu parles. Pas du tout, bah non, pas du tout. Est-ce que je vous ai dit que j'aimais pas du tout d'art malsain? Vous avez vu, en disant d'art malsain, du coup, je peux dire que d'art malsain est un violeur, parce que, voyez-vous, je ne parle pas de quelqu'un au gouvernement. C'est pas son nom. Donc je peux. C'est ça, j'ai bien compris, On est d'accord. D'art malsain, je peux dire que c'est un violeur. On est d'accord. Non, parce que bon, c'est quand même triste si on se trouve dans la situation où on a des gens qui sont des violeurs. Bon, d'ailleurs, maintenant, il n'y a plus que lui, il y en a d'autres aussi. Ce serait quand même dommage si on pouvait pas le mettre en avant, quoi. Il n'a pas encore reconnu le sobriquet, voilà, donc techniquement, c'est bon. C'est bon. Je continue le texte. Lindholm en 93, Gay en 95 ont conclu la même chose. Certes, dans de nombreux conflits à travers le monde aujourd'hui, la violence est orchestrée par des élites au pouvoir, tandis que ceux qui sont réellement engagés dans le combat peuvent souffrir intensément. Kellman et Hamilton en 89, Prato, Sidanus, Star Wars et Mal en 94. En fait, il est étonnamment facile d'inciter les gens à se comporter de manière agressive et nuisible aux autres. Zimbardo en 2006. Ah, Zimbardo. Ça me rappelle mes cours, ça. Il y a plein d'auteurs que je reconnais en fait. Genre Lindholm, je l'ai vu passer assez régulièrement dans mes cours. Zimbardo, je l'ai vu passer tellement de fois dans mes cours. Il y a tellement des gens, tu les reconnais, tu sais que c'est les grands noms de la psycho en fait. C'est également le constat d'historiens spécialistes du génocide qui démontre que dans tous les génocides, quelle que soit leur époque ou leur pays, les facteurs de crise, chômage, crise économique, conflits passés, ont certes un poids dans le futur génocide, mais l'élément déterminant est une élite qui stimule la haine contre un groupe, oriente la violence. Tout lien avec la réalité est purement fortuit, n'est-ce pas? Et comment toute cette haine prend? Avec une élite à la triade noire assez marquée. Rappelons la triade noire, quand même. Narcissisme, psychopathie, machiavélisme. On reparle de notre président ou... On reparle de Macaron Ier ou pas? Narcissisme. Bon. Je pense qu'on est bien. On va pas se mentir que niveau narcissisme, Macaron Ier, il a quand même mis la barre... Enfin, il l'a bien placé. Psychopathie, vu les propos qu'il a tenus d'une extrême violence, tellement de fois. Enfin, voilà. Et machiavélisme, pareil, quoi. Oh, B6, coucou.
Ah bah, c'est elle l'autrice. Sautez-lui dessus. Dites-lui bravo. Bonjour, j'espère que tu vas bien. On est en train de lire ton livre. Et on voit des choses qui sont très très surprenantes et qui ne rappellent pas du tout la réalité. Mais vraiment pas du tout. Genre vraiment, tout écho avec le monde réel est purement fortuit. Hein. J'ai quand même une question. Est-ce qu'il y a un rapport de haine avec les tireurs dans les écoles aux USA qui visent des élèves random? Ou c'est juste de la psychopathie? Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. En fait, c'est que ça va dépendre des profils. Là, notamment, tu as énormément de profils qui ressortent ces dernières années, qui sont notamment des profils haineux. Parce que tu as des profils notamment de personnes qui sont des incels, qui ont donc un espèce de bassin de pensée très basé sur la haine, vraiment, vraiment très très basé sur la haine, la misogynie, souvent d'extrême droite, suprémaciste blanc. Enfin, donc tu as vraiment un bassin de haine qui est particulièrement fort, et notamment avec les personnes comme les incels ou d'autres personnes qui vont faire des tueries. Tu te retrouves en plus avec des profils souvent de personnes qui sont assez exclues. Et on retombe sur ce qu'on disait tout à l'heure, les vases clos. Les gens d'extrême droite, ou en tout cas qui sont très fortement autoritaires de droite, et qui sont en fait dans des petits vases clos où il n'y a que eux et des gens proches. Et alors là, du coup, tu tombes vraiment sur le pot pourri ultime, parce que les gens en fait sont exclus, parce qu'ils ont eux-mêmes des comportements qui excluent les autres, mais du coup forcément il y a des mécanismes de défense qui se mettent en place de tout le monde en face à face, qui font que les gens se retrouvent forcément fermés dans leurs petits espaces, où ils vont repropager, renforcer leurs traits de radicalisation de haine, et ils arrivent avec un sentiment aussi donc très narcissique, très égocentré, et en même temps une grosse vision très victimaire de leur propre vécu, qui font que globalement ils considèrent le monde comme étant un ennemi. Et donc tu vas arriver après sur des gens qui vont passer à l'acte et tirer gratuitement sur n'importe qui, puisqu'ils considèrent qu'en fait n'importe qui est globalement un ennemi. Et donc du coup tu retombes vraiment sur tout ce mélange pot pourri, tout ce qu'on a évoqué depuis tout à l'heure en fait, qui vraiment est là et qui ressurgit très bien en même temps. Encore une fois, ce sont des choses qui vont vachement se renforcer les unes et les autres. Plus ces facteurs sont présents côte à côte, et je pense que V6 me le confirmera, plus ces facteurs sont présents côte à côte, et plus ils se renforcent les uns les autres. C'est pour ça que justement il est mis en avant, et non sans raison, que justement il faut essayer de casser un maximum ces mécanismes en venant ajouter du prosocial. Si tu viens mettre un cadre dans lequel tu vas mettre du prosocial, tu vas pouvoir commencer un petit peu à déliter ces choses-là et à pouvoir casser un peu ce renforcement en fait de ces différentes thématiques les unes avec les autres. Et c'est le truc à faire en fait pour essayer d'empêcher notamment des passages à acte comme ça quoi. En narcissisme, je trouve que Trump rentre complètement dans les critères du DSM. Oh non mais Trump quoi, mon dieu quel enfer. Pour Elliot Rogers, qui a fait un massacre, clairement c'était un narcissique vulnérable selon les rapports que j'ai lus des psychiatres et de sa biographie. Beaucoup d'incels dans un narcissisme du genre, ils sont déçus de ne pas être dominants, mal alpha, parce que ce statut supérieur, j'ai raté du coup, parce que ce statut supérieur leur est dû, sans qu'ils fassent quoi que ce soit pour se faire aimer. Et du coup, ils accusent le reste du monde de pas se mettre à leurs pieds, et faute de savoir quoi faire, ils massacrent des femmes et des couples, ouais, ou des autres étudiants, ce genre de choses, effectivement. Mais même là, il y en a eu une tuerie il y a pas longtemps aux États-Unis, je crois, il y a 2-3 jours, et il me semble que encore une fois, on tombe sur un profil. J'ai vu passer de loin, mais il me semble qu'encore une fois, on est sur un profil qui est pas très jouasse, quoi. Hein. Un peu incel, suprémaciste blanc. Enfin, il me semble que c'est encore un truc pas fameux. J'ai regardé de loin parce que, encore une fois, là, depuis quelques temps, j'essaye de prendre un peu de recul en mode bon, voilà, j'ai besoin de me protéger de tout ça parce que c'est de la merde, concrètement. Mais bon, j'ai quand même vu passer des trucs et il me semble que c'est pas très comment dire, positif. Voilà. On est encore une fois sur le même genre de profil, quoi. Hein. Et en même temps, c'est pas étonnant. C'est ce genre de profil qui passe à l'acte. Donc finalement, est-ce étonnant? Non. Après, les USA, c'est quelque chose niveau narcissisme, c'est assez entretenu culturellement. Ouais, complètement. Nous déjà, on a précisé dans le texte, V6 l'a bien marqué, hein, et moi je vous l'ai redit aussi, on est dans une société occidentale qui est ultra individualisante et capitaliste, qui du coup sont très très forts pour renforcer ces mécanismes-là. Mais les États-Unis, c'est le paradis pour ça, c'est genre vraiment un cran au-dessus encore. On a vraiment une vision du monde, mais où le capitalisme, c'est enseigné dès le berceau, quoi. Et cette vision aussi très narcissique, très individualiste, elle est énormément plus mise en avant que dans nos sociétés où pourtant déjà personnellement je trouve que c'est abusé. Donc forcément ça a d'autant plus de prise pour enclencher ce genre de choses quoi. Malheureusement.
Je continue le texte. En tout cas, j'espère que tu vas bien, V6. C'est cool de te voir. J'espère que tu te portes bien, que tout va bien. On est quand même à la page 404. On avance. On avance. On a fait 2 tiers. Ça y est. Bon, depuis 3h30 qu'on est en live, on a fait du coup, on a fait 7 pages. Voilà, on a lu 7 pages. On est efficace. Il y a des jours où en 4 heures j'ai fait 20 pages et aujourd'hui on a beaucoup parlé. Mais en même temps, c'est intéressant ce que tu mets. Alors du coup, après, on a envie de parler dessus, quoi. C'est ta faute. Tu fais des livres trop bien. Vous avez vu, j'utilise la honte et la culpabilité sur elle. Tralala. Et en plus pour lui faire des compliments. C'est honteux. C'est honteux. Je continue la lecture. Et comment toute cette haine prend Est-ce que je l'avais lu ça? Non, j'avais seulement réagi tout de suite avec Macron. Avec une élite à la tria noire assez marquée, ou qui a adopté ses traits à mesure que son pouvoir augmentait. Par opportunisme parfois. Ah mais vraiment, mais sans déconner. Est-ce que tu savais au moment où tu l'as écrit à quel point ça ferait écho avec ce qui se passe aujourd'hui? Mon Dieu, quel enfer! A acquis un certain pouvoir d'influence parce que les individus se conforment à l'autorité, ont des dynamiques de honte ou de dégradation de soi, et donc se soumettent à l'autorité. Ont peur, elles adhèrent vivement à l'explication que cette peur soit liée à l'origine d'un autre groupe, veulent se supérioriser en écrasant l'autre ou en suivant un leader dont ils envient la puissance. Quant aux personnes qui voudraient être compatissantes, elles peuvent se voir empêchées ou punies pour leurs actions altruistes, avant et pendant le génocide. Bon après, heureusement, on n'est pas encore dans un génocide, j'espère. En tout cas pas en France. Les premières victimes sont celles qui aident les groupes discriminés, même pour des gestes amicaux très simples, comme aider un voisin. Or, on en revient donc à toutes les catégories vues précédemment. Il y a une sorte de machine anti-compassion qui, une fois toutes ces pièces assemblées, se met à l'œuvre d'une façon dramatique, jusqu'au génocide. Ouais. Ça fait déjà un peu écho, mais moins que maintenant. Ça, j'ai dû l'écrire en 2019 et 2020, voire avant. Ah mon dieu. Bah, en vrai, ça doit mettre une claque. Hein. Quand tu vois à quel point les prémices étaient là et à quel point, bah, du coup, ça se réalise, c'est... C'est fatigant, à minima. À minima. Tiens, d'ailleurs, je vais râler encore un coup sur autre chose. Je sais pas si vous avez vu. Alors, j'ai pas vérifié l'info parce que je l'ai vu passer ce matin et ça m'a juste fait soupirer. Et j'ai fait aller, je passe à autre chose. A priori, on avait Elisabeth Borne, donc notre chère première ministre, qui avait demandé ou commencé à évoquer l'idée de mettre le droit à la contraception et à l'interruption de grossesse, du coup, dans la Constitution. Elle a discuté avec les représentants RN et du coup, apparemment, c'est plus à l'ordre du jour. Bien. Comme quoi, c'est marrant, hein, mais systématiquement, les droits des femmes, apparemment, c'est surtout une variable d'ajustement. Hein. L'opportunisme est très fort. Hein. Si c'est vraiment vrai, ce que j'ai vu passer, on n'est pas étonné. Voilà, on va pas se mentir. Mais voilà, quoi. Et après, bah, comme c'est dit dans le texte, quoi, ça va s'en renforcer encore et encore. C'est aberrant, quoi. C'est aberrant. Ça me fait péter un câble. Ça me fait péter un câble. Enfin bref, je continue le texte. A noter que ce terme d'élite ne concerne pas que le champ des dominants en politique, mais peut concerner des acteurs culturels ayant une forte influence. Par exemple, au Rwanda, des animateurs radio humoristes très populaires ont une influence terrible sur la perception des Tutsis, les présentant comme des cafards à abattre. Ah ouais? Ah ouais? Même à un niveau moins politique et moins directement meurtrier, par exemple en entreprise, il peut y avoir des emballements systémiques qui sont à l'origine d'élites, de dirigeants sans compassion, dont des stratégies façon triade noire sont adoptées par toute la chaîne hiérarchique. Par exemple, France Télécom, qui suite à une privatisation va amorcer une stratégie pour se débarrasser de plus de 20 000 subordonnés par des moyens cruels, par la porte ou par la fenêtre, selon les propos de Didier Lombard. Pour cela, le harcèlement moral sera institutionnalisé, avec la formation de managers chargés de faire littéralement suivre un schéma de deuil aux subordonnés, en leur rendant tout d'abord la vie infernale au quotidien, par des mutations à des postes inadaptés à leurs compétences ou à leur vie familiale, des pressions, des injonctions contradictoires, des impossibilités, puis en les amenant à prendre conscience que c'est fini, qu'ils doivent faire leur deuil. Autrement dit, ils doivent partir de l'entreprise.
Là, ça, il y a de quoi dire, hein. On avait fait, alors il y a un an, l'été dernier, je faisais pas encore les lives de lecture de sciences sociales, de livres. Je faisais des lives de vulgarisation de sciences sociales en utilisant comme matériel de base les articles, notamment de revues de psychologie sociale ou de sécurité au travail, ce genre de choses. Et du coup, ça me permettait de mettre en avant tout ce qui est la clinique du travail, ce genre d'éléments. Et alors, vraiment, à l'époque déjà, on avait parlé de ce qui se passait à France Télécom, et vraiment, mais c'est effroyable, quoi. Et les mecs sont vraiment en mode, non, mais c'est pas grave, de toute façon, il y avait une parole qui nous avait fait péter un câble, enfin, parmi les paroles qui nous avaient fait péter un câble, il y en avait une qui avait été, de toute façon, les seuls qu'on veut garder, c'est les seuls qui sont résistants, quoi. Ou un truc comme ça. Enfin, vraiment en mode, c'est à l'abattoir, quoi. On envoie les gens à l'abattoir. Et de toute façon, nous, les seuls qu'on veut garder, en gros, c'est ceux qui survivent à tout, quoi. On leur fait tout, et c'est ceux qui survivent à tout qu'on veut garder. Et tu fais, waouh. Waouh. Carrément, quoi. Ok. Ok. Ça donne envie d'y aller. Non. Non, pas du tout. Il y avait cette doc sur le docu chez Gann. Ouais, oui aussi. Oui, complètement. Le process de recrutement chez Gann, mais quelle effroyable horreur. Pour ceux qui ne le savent pas, je vais vous le montrer en vrai, ça va être plus simple. Enfin, je vais pas vous le montrer le documentaire, je vais vous montrer la page et je vais vous mettre le lien du documentaire. Mais vous avez sur YouTube accessible un documentaire qui est effroyable, qui s'appelle La gueule de l'emploi. Bam, celui-là. Je vais vous mettre le lien. Tac. Donc là, vous avez le lien dans le chat. Pareil, petite fougère de YouTube. N'hésite pas à aller voir sur YouTube La gueule de l'emploi. Il est incroyablement frustrant, dégueulasse. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, je vais vous juste faire un petit extrait de 5 minutes. Vous allez voir, ça va être bien. Vous allez voir, ça va être bien. Ça va être génial. Vous allez aimer. Je vais en profiter pour boire. Ah putain, c'est vrai qu'ils ont mis cette musique. Hervé, je crois, ouais. Je crois que c'est Hervé le mec qui est génial dans le documentaire. Donc voilà, la gueule de l'emploi. N'hésitez pas, si vous avez l'occasion, allez le voir. Il est incroyable. Donc là, vous avez les recruteurs qui arrivent. Ah, les candidats aussi. Ah non, ça c'est les candidats, c'est pas encore les recruteurs, c'est ça. Les recruteurs, ils vont être en face en mode jury. Ça va être bien. Ça va être bien. Bonjour. 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 Roger Stonekamp du cabinet RST Conseil. Cabinet de recrutement indépendant, choisi parmi d'autres par Gann pour effectuer ces recrutements. Je passe à la présentation des interlocuteurs présents. Béatrice. Donc Béatrice Garnier, donc je suis inspecteur animation commerciale. Bonjour, Grégory Anton, donc je représente les ressources humaines de Gann Prévoyance. Hervé for the win. En espérant que ça se passe pour le mieux et avec une embauche à l'issue de cette journée. Bonjour, Caroline Bertrand, je suis déléguée régionale. Je vous souhaite aussi la bienvenue et que cette journée soit pour nous tous et effectivement fructueuse. Bonjour. Alors, je tiens à préciser un truc. Ils sont rigolos parce qu'ils disent j'espère que la journée se finira sur du coup une embauche. Il y a 3 jours de recrutement. C'est-à-dire qu'en fait, s'ils sont repris, c'est au bout de 3 jours. Donc déjà, tu as envie de te dire, mais votre phrase, elle a aucun sens déjà. Mais en même temps, c'est très parlant. Pourquoi est-ce que c'est très parlant? Parce qu'en fait, ça montre bien que dès la première journée, ils savent très bien qui c'est qu'ils vont vouloir prendre en fait. Ils savent déjà exactement quel type de profil ils veulent garder et ils savent très bien quel type de profil ils veulent pas garder.
Donc finalement, c'est déjà parlant. Et oui, l'ambiance, déjà, elle est l'angoisse. Il y a rien qui va, la manière dont c'est disposé, enfin, non, non. Et effectivement, c'est un recrutement sans CV, ça va Bonjour, être je m'appelle incroyable. Didier Bayou, je suis du cabinet de recrutement RST Conseil. Je vous souhaite une excellente journée. La première impression que j'ai eue quand j'ai vu les recruteurs arriver, s'installer, le seul mot qui m'est venu en tête, c'est jury. Jury parce que j'avais l'impression d'être peut-être en train de soutenir une thèse, d'être jugée. Et voilà, c'est l'impression que j'ai eue dès le départ. Voilà. Bien, nous n'avons pas vu vos CV. Nous ne savons pas ce que vous avez fait auparavant. Personne ici ne sait ce que vous avez fait auparavant. Ce qui veut dire que vous ne serez pas recruté parce que vous avez réussi ailleurs. On ne vous dira pas non parce que vous avez échoué ailleurs non plus. Avant toute chose, moi, ce que je veux, c'est travailler. Parce que dans ma tête, je ne suis pas chômeur. Je suis en recherche active. Je suis au Non, mais chômage il y a rien pour qui être va. conséquence. Mais Mais y a rien qui chômeur, c'est va. pas un métier. Chômeur, c'est pas un état de fait. Chômeur, on le subit. Donc on fait tout pour s'en sortir, pour plus l'être, chômeur. On va passer une journée autour. Ah, cette phrase. Ah, cette phrase. Elle est à la fois tellement parlante et tellement triste. Tu vois que tu as la honte si tu es chômeur. Tu as la honte si tu es chômeur. Vraiment, on te le fait sentir. Tu es chômeur, tu ne dois pas être chômeur. C'est horrible. Tu ne dois pas être chômeur. C'est tellement parlant, c'est tellement franc et ça pique tellement en même temps. Mon Dieu. Le principe est nul parce qu'il n'y a pas que ça. Non seulement les recruteurs ne savent pas les profils des gens en face d'eux, mais les gens en face d'eux ne savent pas quel est le poste. Aucun des candidats ne sait quel est le poste. Et jusqu'au dernier moment, ils ne sauront pas ce qu'est le poste. Jusqu'au dernier moment, quand il restera 3 personnes, ils ne sauront pas ce qu'est le poste. Pourtant, ils vont demander, hein, ils vont demander régulièrement, mais on est en train de candidater. Pourquoi, en fait? Parce que le cabinet de recrutement nous a dit: «Venez pour une séance de recrutement». Donc on est venu parce qu'on veut du boulot, mais c'est quoi le poste? Et les gens vous disent à chaque fois: «Non, mais c'est pas important pour l'instant, on n'est pas là par rapport à ça, on veut pas avoir par rapport aux compétences, on veut vous connaître». Et c'est tellement parlant. C'est tellement parlant. Ce que veulent les recruteurs, c'est des gens qui vont rentrer dans leur cadre. C'est tout. C'est tout, quoi. Et c'est juste, mais à péter un câble. Et là, pour l'instant, il y a rien et je vais pas vous refaire un react dessus. On a déjà fait un react dessus, donc je suis pas sûr que ça soit particulièrement pertinent. Encore que, est-ce que ça vous tente que cet après-midi, parce que là, j'allais faire la pause repas, est-ce que ça vous tente que cet après-midi, on fasse un react dessus encore? Alors, on l'a fait il y a déjà 6 mois, 1 an, mais je me dis que ça peut être quand même intéressant, notamment si V6 revient tout à l'heure. En vrai, il est tellement ouf ce reportage que, enfin voilà. Et la lecture, c'est tellement lourd aussi que je me dis que déjà, c'est peut-être bien si on coupe la. Bah d'ailleurs, on va couper la VOD là-dessus, hein, voilà, parce qu'on est toujours en VOD YouTube, hein. Coucou YouTube. On va peut-être s'arrêter là-dessus au niveau de la lecture. Et en vrai, c'est déjà bien. On a quand même bien avancé. On a avancé de 7 pages, quoi. 7 pages, ça va. Tranquille. Mais je me dis que ouais, ça peut être pas mal le petit react sur ce reportage parce qu'il y a tellement de trucs à dire dessus, quoi. Il y a tellement de trucs à dire dessus. Enfin, c'est infernal. C'est infernal. Et là, justement, tout ce qui est dit dans le texte qu'on était en train de dire, justement, les mécaniques qui se mettent en place, même dans l'entreprise, mais dans le reportage de la gueule de l'emploi, mais il y a tout qui est là. Il y a tout qui est là. Et tu te dis, mais c'est pas possible. Et il faut savoir qu'en plus, ce reportage, donc financé par Gann, demandé par Gann, hein, ils voulaient qu'on regarde leur processus de recrutement pour montrer à quel point ils étaient à la pointe de l'innovation, du recrutement, et ouf, et trop bien, et tout ça. Quand le reportage a été fait, avant d'être diffusé, Gann, c'est quoi? C'est une entreprise d'assurance. C'est une entreprise qui fait des assurances, en fait. C'est un assureur, Gann. Gann Entreprise, c'est un assureur principalement. Moi, par exemple, notre voiture à moi et à Nemon, parce qu'on n'a qu'une seule voiture en fait, elle est en l'occurrence assurée chez Gann, pour le coup. Donc du coup, c'est des assurances sur à peu près tout et n'importe quoi. Ça peut être des assurances vie, comme ça peut être des assurances habitation, assurance voiture, assurance locative. Enfin voilà, c'est une entreprise qui s'occupe de faire des assurances.
Et donc, du coup, comme je disais, donc l'entreprise GAN a demandé à avoir ce reportage, a fait financer ce reportage. Et ce qui s'est passé, c'est que quand le reportage a été produit, ils l'ont montré et tu as eu des retours qui ont été très négatifs, en fait, qui ont dit que quand même, GAN était une bonne grosse bande de glandus et que vraiment, le recrutement était nul, que le recrutement était nul, était horrible, qu'il était vraiment super violent et gratuitement violent. Déjà qu'en soi, violent, c'était nul, mais là, vraiment, il y avait rien qui allait à aucun niveau, quoi. Il y avait rien à rattraper, ni de près ni de loin. Même en se tournant la tête, c'était pas bon. Du coup, les mecs de GAN, notamment les mecs du cabinet de recrutement, sont venus voir le reportage et ils n'ont pas compris où était le problème. Et du coup, ont validé le projet. Ce qui fait que le documentaire a du coup été diffusé au grand public. C'est-à-dire quand même qu'à un moment donné, ils ont fait le reportage, ils ont construit le reportage, ils l'ont montré à un panel d'usagers pour voir les retours. Les retours ont été catastrophiques. Les mecs du cabinet conseil et les mecs de GAN ont regardé, ils n'ont vu aucun problème, l'ont validé pour que du coup ça passe dans le grand public. Et devinez ce qui s'est passé une fois dans le grand public, et ben ils se sont fait défoncer. Parce qu'ils passent pour des gros glandus, ultra violents et nuls, surtout profondément nuls. Au-delà de la violence et de la domination, ils ont même pas été efficaces dans leur processus de recrutement, quoi. Et du coup, tu es vraiment en mode, mais c'est incroyable, parce que même avec les sillons d'alerte, même avec un panel d'usagers qui a regardé en premier le documentaire pour faire des retours dessus, pour justement voir qu'est-ce qu'on pouvait améliorer ou quoi, même en ayant eu ces retours-là qui disaient non, ça craint, les mecs de GAN et les mecs du recrutement n'ont pas vu le problème. Et tu fais ouais, ok. C'est pour eux, c'est tellement logique leur manière de fonctionner, c'est tellement la base, c'est tellement la norme qu'ils voient même pas le problème de la violence qu'ils font. Ils ne voient même pas ça. Mais c'est aberrant. C'est aberrant. Ça, moi, ça me fume, ça me fait toujours énormément rigoler, mais c'est quand même un peu triste, quoi. L'assurance, l'entreprise ultime du capitalisme. Pas étonnant qu'ils comprennent rien. Ouais, non, mais c'est insane, quoi. Enfin, vraiment, tu te dis, quand tu vois la violence et tout de ce qu'ils font, et qu'ils sont même pas capables de le comprendre, alors qu'on leur a fait le retour dessus, tu te dis que quand même, il y a un niveau, vraiment, bah, notamment de manque d'empathie, d'impossibilité, empathique qui est incroyable, quoi. Vraiment, à 10 000 lieues, quoi. Hors sol. Hors sol. Bref, petite fougère de YouTube. Petite fougère de YouTube. Ça fait un long moment déjà. On a fait bien une bonne VOD, mine de rien. On en a fait 2 aujourd'hui de lecture. Donc on va s'arrêter là, pour toi, petite fougère de YouTube. C'est la fin de cette VOD. Donc des bisous. À très bientôt pour la suite de la lecture.